boikona no tawia tata wakame menaka tawen mokona no tawina tata wakame. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un unidirectionnel, hein, donc ça va juste de ce côté. Donc, Éclat. En fait, Éclat, c'est le nom, le nouveau titre de la pièce. Elle s'appelait Far West à l'époque, pour une raison que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Elle s'appelle Éclat parce qu'elle a été traduite en anglais. Elle apparaît dans une anthologie de théâtre écrit par les femmes entre... Je vais regarder sur la présentation les dates exactes. Alors, je vais prendre comme ça. C'est tout petit, mais c'est Anthology of Quebec Women's Plays in English Translation, Volume 2, 1987 à 2003. Alors, la pièce a été montée, elle a été créée à cette île en 2002. Elle a été en résidence à la salle de spectacle de cette île par une compagnie montréalaise. Ils sont venus la jouer. Il y a des gens d'ailleurs qui étaient à la pièce que je vois ici. Donc, merci d'être là. C'est très, très apprécié de vous voir aujourd'hui. Ensuite, elle a été jouée à Montréal. Elle a été lue en France, en Belgique. Elle a été traduite en anglais, jamais publiée en français. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle est donc dans cette anthologie en anglais. Le titre de la traduction est Shards. Le traducteur me disait Far West, il y a une pièce d'un Canadien anglais très connu qui s'appelle Farther West. Il me disait, ah, je suis pas sûre. Et finalement, Shards, ce sont des éclats. Étant donné que la pièce, je vous fais un résumé bref, c'est l'histoire d'une archéologue qui travaille sur un chantier en Ohio. Elle fait la découverte d'un collier qui a appartenu dans une sépulture. C'est une histoire, en fait, c'est basé sur un vrai... je ne suis pas dans le bon sens. Oui, voilà. C'est une vraie découverte qui a eu lieu à Mingan, une vraie découverte archéologique. Un collier dans une sépulture, une jeune femme, il pense qu'elle avait la vingtaine. C'est une sépulture qui daterait de 2500 ans environ, qui a été retrouvée à Mingan. C'est ce qui m'a inspirée, parce que la civilisation en poil avait son centre en Ohio. Et là, on parle de Mingan. Donc, des milliers de kilomètres de rayonnement de cette civilisation-là. Donc, j'en ai fait mon héroïne et je vais vous raconter brièvement la pièce. Anat est une archéologue. Elle a trouvé un collier dans une tombe. Anat est une jeune métisse dont les parents se sont rencontrés à Mingan, dans un village qu'on imagine être Mingan. Son père est Inou, sa mère est une Québécoise francophone allochtone. Ils se sont aimés, ont eu un enfant, mais la maman d'Anat a donné son enfant en adoption parce qu'elle a été rejetée par sa famille qui ne voulait pas d'un enfant métis dans la famille. Donc, cette jeune femme-là, qui a environ la trentaine, tout à l'heure, Megan va interpréter le monologue de la fin d'Anat. Donc, l'idée, c'est qu'elle part de l'Ohio, elle a traversé l'Amérique, elle arrive à Mingan, et voilà ce qui se passe. Les extraits que je vais vous lire, je vais vous les mettre en situation, mais essentiellement, je vais lire quelques personnages. Il y a 6 personnages. Anat, qui est une archéologue, Numa, qui est le portier du bar, donc le doorman, il est assis devant une porte. Il y a Diane Walker, la propriétaire du bar, Amalthée Baudouin, qui est une cliente Inou. Il y a Rose, qui est une serveuse, et Sedna, qui est une chanteuse. Vous remarquerez, les férus de mythologie, que tous ces noms sont des noms liés à la mythologie d'une façon ou d'une autre. Lorsque j'étais à l'École nationale de théâtre, j'ai étudié avec André Brassard, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le metteur en scène qui a créé les pièces de Michel Tremblay. Et l'œuvre de Michel Tremblay, ce grand dramaturge québécois, est très, très, très inspirée par la mythologie. J'ai écrit cette pièce peu de temps après être sortie d'école, et puis c'était encore très présent.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui me touche toujours. La mythologie, elle est toujours présente dans mes écrits sous une forme ou une autre. Mais celle-là, c'est aussi celle qui a la forme la plus proche d'un grand poème classique, si on veut, là, comme avait dit ma prof à l'époque. Si j'ai demandé à Evelyne, Anne-Marie et Mégane d'être là aujourd'hui, c'est que c'est une pièce qui a été écrite il y a un peu plus de 20 ans. Et la proposition de ma recherche, alors vous allez la voir en direct, la recherche, parce que la prémisse de base, c'était est-ce que ce texte-là résonne toujours 25 ans plus tard? Est-ce que c'est toujours pertinent? On avait fait des instantanés dans nos discussions de comment c'était à l'époque. Et donc, on a comme 3 générations, même 4 générations. Les Sœurs Saint-Onge, grâce à qui, en fait, je suis entrée dans le monde Innu, je peux dire ça comme ça, et Mégane, qui est une jeune fille de cette île métisse. C'est important tout ça parce qu'elle vient de cette île comme moi. Quand j'ai grandi à cette île, pas loin d'ici, je connaissais très, très peu de choses de la communauté Innu. Je traversais, comme tout le monde, Ouachat pour aller sur la rue Arnaud. Mais j'avais pratiquement aucun contact avec la communauté. En fait, pas pratiquement. Je n'avais aucun contact avec la réalité Innu de ma ville. Je n'étais jamais allée à Maliotenam. Quand je suis revenue, j'ai eu un espèce d'appel. Je vivais aux États-Unis, c'est très curieux parce que je vivais aux États-Unis et je rêvais que je revenais sur la Côte-Nord. Mais rêver. J'essayais de... Non, ça va changer. Non, t'es bien, t'es à New York, c'est super. Mais ça revenait constamment. Je rêvais que je revenais. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me battre et je suis revenue. Je cherchais la grande Philomène, le Shtapunamen, dont on a parlé hier au souper avec Monique. Je ne savais pas par où commencer, donc je suis allée aux Galeries Montagnaises, à ce qui était à l'époque l'ICEM. Evelyne y travaillait, elle était responsable de la culture. Et puis, j'ai dit, je cherche la grande Philomène. Ça tombe bien, puis elle avait un ouvrage dans son tiroir. Et puis après ça, tu m'as fait, merci, tu m'as fait l'honneur de m'ouvrir ta porte, de me faire connaître ton univers. Et puis, c'est pour ça que je veux les avoir avec moi, parce que je trouve que c'est ma voix c'est moi qui ai écrit ce texte-là, mais ce sont les voix de centaines de personnes qui sont derrière. Et puis, c'est pour ça, cette image que vous avez tous, c'est une image de notre amie Brigitte Sladek, qui est décédée l'année passée, en faisant du ménage dans ses choses. Suzanne m'a montré ses photos. Et puis j'ai fait, merci Brigitte de nous envoyer ça à ce moment-ci. Donc c'est ce que vous avez entre les mains. Brigitte était allemande, mais a vécu une grande partie de sa vie à cette île. Donc voilà, on va y aller avec la lecture. J'ai combien de temps là? 8 minutes? De fait. Parfait. C'est le prologue, et c'est Anna qui parle. Avant qu'ils inondent les terres, avant que tout disparaisse, nous, on est invités, toute une équipe et moi, à venir faire des fouilles. C'est le long d'une rivière dans le pays des Hauts-Poils. Je ne sais pas le nom de cet endroit-là. Ce nom-là est perdu. Je ne sais pas comment ceux qui habitaient le long de la rivière, comment eux, ils ont appelé leur terre. Ce que je sais, moi, maintenant, c'est qu'elle est divisée en tout petits carrés de sable qui s'appellent A4, K12, D6, B8. La région n'a plus de nom. Le nom qu'elle portait a été oublié, enterré, comme les poteries, comme la jeune fille avec un collier que j'ai trouvé un soir sur le bord de la rivière. À part nous, personne ne sait ou veut savoir qu'un jour, des gens ont vécu là. Personne ne veut savoir qu'ils sont allés à la rivière, que leurs corps se sont mêlés, dédoublés, que c'est là qu'ils ont eu leurs enfants. Moi, je gratte longtemps la terre sur le chantier. Je joue dans des carrés de sable d'1 mètre carré clôturés par du fil.
Je creuse toute la journée, le soleil brûle mes épaules. Quand je regarde mes mains qui tiennent un tamis, un pinceau ou une brosse, quand je regarde mes mains, je vois de la terre rouge sur elles. À chaque fois, ça m'étonne, puis je retourne à mes trésors. Mes mains cherchent des trésors, mes mains fouillent la terre. Les trésors que je cherche, c'est des poteries intactes, des sculptures, des outils. Je nettoie bien les tessons, les poteries, les mousquets. Mais c'est pas ça que je cherche avant que tout disparaisse. Ce que je cherche, c'est un nom dont le secret est enfoui quelque part dans les terres, quelque part en Amérique. Ça, c'est le prologue. Ensuite, en scène, on se retrouve dans le bar avec les différents personnages. L'extrait d'ensuite, je vous lis. C'est qu'on entend, ça c'est le personnage d'Anat, qui est, comme je vous disais, l'archéologue métisse, qui fait tout le voyage pour retourner en Megan. Il y a deux moitiés de moi-même dans une terre étrangère, qui se regardent sans se voir, qui se parlent, mais s'entendent pas. Il y en a une qui crie, et l'autre ne veut pas entendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, la violence de tout ça. Moi, je l'ai vu dans le sol puis dans les astres. J'ai voulu résister, puis j'ai choisi de me battre. J'ai perdu la bataille contre moi-même quand je pensais que je pourrais fuir la terre qui a porté mes ancêtres. J'ai pensé pouvoir fuir dans le travail, dans l'amour. J'ai fui le pèlerinage pour retrouver ma terre. Mais il y a ce cri-là plus fort qui m'empêche de dormir, qui me dit de retourner, d'aller sauver ma peau, qui me dit que cette terre-là, que je suis dans chaque parcelle, que cette terre-là, c'est moi, et que moi, je suis la terre. 11 minutes. Le portier nous ment. C'est un jeune homme qui est assis devant une porte, c'est le doorman, il ne bouge pas. Il va amener la question, une des questions que je veux poser à mes invités, bouger ou pas dans cette situation. Laisse-moi tranquille d'abord. Laisse-moi regarder la porte. Tu comprends pas, je rachète. Je rachète pour mes amis, pour moi. Je rachète tout ce qu'il y a de pourri. Tu vois pas tous les trous dans la doublure de mon âme, toutes les traces de couteau, toutes les blessures mortelles. Mais là, tu vois, ce matin, quand j'ai regardé la porte, j'ai pas vu ce que je vois d'habitude. D'habitude, mes yeux butent sur la porte. Elle est trop dure, opaque. Elle arrête le regard. Ce matin, c'était pas pareil. J'ai vu à travers la porte. J'ai vu une femme, puis derrière la femme, j'ai vu une porte qui s'ouvrait. Derrière la porte, il y en avait une autre, puis une autre encore. Devant toutes ces portes-là qui s'ouvraient, la femme souriait. Son sourire était beau, comme s'il brillait dans le noir. À un moment, son sourire s'est effacé. Il s'est transformé en rire. Son rire a claqué dans la noirceur. Il est tombé sur le plancher comme des perles de couleur. Je l'ai regardé pour bien voir, me rappeler de son visage. J'ai regardé bien comme il faut, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Devant moi, il n'y a plus rien que la porte, puis le souvenir de son rire qui tombait avec un petit bruit d'eau. Il y a 25 ans, il me semblait que le personnage, pas le plus important, mais le personnage central, c'était Anat, et ça reste ça. Mais en lisant avec les collègues, les femmes merveilleuses, on s'est rendu compte que un des personnages qui prend le plus de place, c'est celui qui n'est pas là, et c'est Abraham, qui est Linou, le papa de Anat. Donc, le passage que je vous lis parle d'Abraham. Et c'est la serveuse, qui s'appelle Rose, qui parle d'Abraham, qu'elle a bien connu. Elle parle à Anna. T'as une belle face, tu sais. Une face où ils se mélangent. Leurs corps se sont collés, il y a leurs os qui se mélangent. Comme sur un cheval, Médée est montée sur lui. Comme sur un cheval, puis ils rient tous les deux. Ils la trouvent drôle, très drôle, leur histoire de cowgirl et d'Indien. Le comprends-tu, Anat? Sais-tu c'est quoi ce mot-là? C'est les petits que la police ont pris un jour dans le chemin. Ceux qui ont coupé de leur langue, qui ont pu vu leurs parents. Ce mot-là, ma belle, c'est le nom des enfants lavés à la brosse de métal. Ceux à qui on a dit, c'est pas une langue ta langue,
C'est pas une vie, ta vie. C'est ceux qu'on a sortis du bois pour qu'ils aillent à l'école. Ceux qu'on a éduqués loin de la vie, loin des leurs. C'est ceux qui savaient vivre dans les terres, en forêt, qui remontaient les rivières pour retourner chez eux. C'est ceux qui se sont noyés dans le jeu puis dans la boisson. C'est ceux qui se sont noyés ensuite dans 3 pieds d'eau. Ces gens-là savaient vivre, Anna, puis ils ont survécu. Ils sont de l'autre bord de la rivière. C'est là qu'ils ont leur maison. C'est de là qu'il venait Abraham. C'est là qu'il est mort aussi. Ton père s'est noyé un soir, il avait un peu trop bu. Il repose pas loin de la berge, on a retrouvé son corps. Tu sais, c'est une belle rivière. Nouma pourra t'amener. Je voudrais te parler du rire, le beau rire de ton père. Son rire, ma belle Anna, je veux pas qu'on l'oublie. Tu l'aimes pas, ce mot-là, hein? Toi, tu voudrais que je frappe. Anna te répond. Vous voyez ce fil-là? Ça fait près de 2000 ans qu'il dort dans les terres. Il en a mis du temps pour arriver au jour. J'attendrai pas 20 siècles avant de me réveiller. Qu'est-ce que tu vas faire de Diane? Anna te répond. Je suis venue prendre ce qui me revient, puis je reculerai plus. OK, vas-y, tu l'as. Défais-la tout en pièces. T'as toute la force qu'il faut, puis t'as tout le temps pour toi. T'as des yeux pleins de fissures, comme les yeux de ton père. Ça s'est brisé un jour dans ses yeux, d'un seul coup. Ça n'a pas paru tout de suite, mais il était bien cassé. C'était sur le bateau qui nous a amenés là-bas, en ville, au pensionnat, nous, les enfants indiens. C'était beau, les bijoux qu'Abraham faisait. Il a commencé très jeune, du temps du pensionnat. Prends-en bien soin, ma belle. Cet homme-là, je l'ai aimé. Le petit... non, c'est l'autre bord. La porte, la terre, le collier. J'ai triché, c'est pas un collier d'Abraham, c'est un collier qui a été fait par Michel Audette, la fille d'Evelyne. Mais je le trouve magnifique. Là, c'est rose. Je me souviens du gars qui s'assoyait là, d'Abraham, l'Indien, avec ses bouteilles claires. Diane disait que c'était le délire qui coulait dans sa bouche. Que s'il riait tout seul, c'est parce qu'il était fou. À moi, il me faisait peur. J'aimais pas ça, l'entendre. J'aime pas ça, les hommes sous, ça me fait peur, tu comprends? Il s'assoyait là, Abraham, je m'en souviens tellement bien. Tu sais ce qu'il racontait? Moi, Rose, je suis la rivière. Je suis le poisson puis le soleil. Je suis toute cassée en dedans, je pense que je suis déjà mort. J'erre dans un champ de ruines juste en dessous d'un barrage. Puis même si rien paraît, j'ai déjà disparu. Je suis tout seul, ma Rose, sur un continent vide. Je suis seule, comme sur la glace, tu vois? Je pourrais mourir. Puis toi, ben, t'es sa fille. Ça fait drôle de te voir là. Je me souviens qu'un jour, Diane lui a dit « Sac ton camp, Abraham, je veux plus te voir chez nous. Tu m'écoeures, comprends-tu? Tu fais rien d'autre que boire. » Puis Abraham lui a répondu « Tu peux bien me mettre dehors, Diane. Moi, Diane, je suis partout. Je suis dans les lacs, les rivières, je suis dans les montagnes autour. Je suis là, en dessous de tes pieds, je suis l'air que tu respires, les odeurs que tu captes. Je suis partout, à la grandeur de ta vie. Tu peux me faire disparaître. Je vais toujours être ici. » Mégane, est-ce que je t'invite à venir lire l'épilogue? Dans le pick-up en m'en venant, la radio marchait pas. Pas de grand succès western, pas de tune honky-tonk, toutes des choses que je déteste, mais que j'écoute pareil. C'était le silence dans le pick-up, un bruit de fin du monde. Dans le silence qui grondait, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des pleurs, des cris, une longue plainte qui montait. J'ai entendu les terres, tous les corps à guérir. J'ai entendu, tout le long de la route, la voix de ceux qui crient en silence, que leurs terres vont mourir. Mes mains étaient sales sur le volant. Elles étaient toutes tachées de terre. Je remontais dans mon pick-up tout au long de l'Amérique. Devant moi, tandis que le soleil se couchait, j'ai vu dans la pénombre une grande vague qui montait. La vague montait, la rivière a été détournée. Au lieu de couler du nord au sud, on le fait virer de bord. On a la force pour ça. On est capable de le faire. J'ai vu dans le nord-est de l'Amérique la vague qui recouvrait tout pour plus rien paraisse. Et tu sais quoi? J'ai eu peur, mais j'ai continué de monter. Je montais, je m'en allais au nord. Je pouvais pas m'arrêter. Au nord de l'Ohio, passé le Grand Serpent, j'ai entendu les cris se changer en gouttes de rire.
qui ont coulé sur le pick-up et qui m'ont rafraîchi. Et tu sais quoi m'aider? J'ai su quand ça a coulé que ma peur allait se dissoudre. J'ai su à ce moment-là, j'ai su ma mère m'aider, que ça a pris 2000 ans, mais que je suis sur le bon chemin. On a combien de temps? 10 minutes, en fait, une demi-heure. Oui. 10 minutes pour Voilà. la discussion. Ouais. On va continuer après. On va continuer après. On va faire Mais là, je me demandais, bon, la prémisse de cette recherche-là, c'est de savoir est-ce que c'est toujours pertinent. Fait que, quand on s'est rencontrés, cette semaine, Mégane, Evelyne et moi, on a lu les extraits, et puis, on s'est posé des questions. Est-ce que ça résonne toujours pour toi? C'est la première question que j'ai posée à Mégane. Parce que quand on a la prétention de faire une communication sur un texte qui a été écrit il y a 20 ans, on a intérêt à ce que ça résonne encore, parce que sinon c'est gênant. Et, Mégane, je vais te laisser répondre à cette question-là. Est-ce que ça résonne toujours pour toi 25 ans plus tard? Puis ensuite, au Sœur Saint-Onge, je vous demanderai, est-ce que ça résonne toujours 25 ans plus tard? Moi, j'ai répondu que oui. Ça résonne toujours. Malheureusement, les gens, aujourd'hui, c'est comme si on les catégorisait encore. Les gens, Inuits et Québécois, c'est comme s'ils n'osaient pas se regarder. Ils n'osaient pas accepter que, oui, ils vivent ensemble. Moi, c'est des choses que je remarque tous les jours, en tant que métisse. Je me fais regarder, puis je me fais dire « Non, t'es trop blanche », ou je me fais demander mon numéro de banque. C'est comme si, des fois, les deux me regardaient même pas. C'est comme, fait que pour moi, oui, ça résonne encore. Les gens, c'est comme si il y avait du mal à s'accepter. La douleur est toujours là, mais si personne n'est capable de prendre ce pas-là ensemble, la guérison, elle va être difficile. Je crois que faut que tout le monde soit prêt à avancer ensemble pour que oui, en fait, on soit capable d'avancer. Donc oui, pour moi encore, ce texte-là résonne toujours 20 ans plus tard. Ouais. Oui, ça résonne beaucoup en plus, mais avec moi, ça a commencé à vivre avec ça et être bien avec ça. Et aujourd'hui, je suis fière d'être Inuit. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au début. Vous savez qu'il y avait un pensionnat à Maliotenam, mais moi, j'ai commencé l'école à Maliotenam. J'avais 6 ans et j'ai été pensionnaire pendant 11 ans. J'ai pas subi d'agression, mais j'ai subi l'intimidation et j'ai arrêté de parler. C'est juste que plus tard que j'ai parlé. Et aussi, quand j'ai été au pensionnat, je ne réalisais pas que je m'éloignais de mes parents, je m'éloignais de la culture, je m'éloignais de tout ce que je devais connaître en tant qu'Inuit. La forêt, je ne la connaissais pas, mes grands-parents, je ne les connaissais pas parce qu'on était éloignés. Et ça, je n'ai pas réalisé à ce moment-là. C'est plus tard, quand je suis sortie au pensionnat, j'ai commencé à boire, j'ai fait partie d'un groupe là, qui était qui cherchait beaucoup à changer. Et ça, j'aimais ça, d'en faire partie. En plus, jusqu'à tel point que je pourrais vous dire que je voulais être une Québécoise, je voulais passer inaperçue sur la terre et j'ai marié un Québécois. Et j'ai eu 2 enfants pour que finalement ça n'a pas marché. Et parce que mon père m'avait avisé le jour de mon mariage, il me dit, tu maries une autre culture.
Ah, j'ai dit, on est en amour. Puis, c'était ça sur l'amour, mais c'est vrai, c'est une autre culture. Et quand je suis revenue chez nous, au village, j'ai, je cherchais ma culture. Je savais pas, dans le livre, on dit les tessons, les éclats. C'est ça que je cherchais quand on parle pour finalement tout faire mon identité. Je cherchais des morceaux d'histoire, des morceaux de géographie, de langue, de culture, de spiritualité. Et je pensais que les aînés aussi me cachaient quelque chose. Et là, j'étais vraiment perdue. Et tranquillement, j'ai comme arrivé tranquillement dans ma communauté pour reprendre ma culture, mais aussi les gens de mon âge à ce temps-là, eux aussi étaient à la recherche. Et j'aimais beaucoup le groupe et on était dans des périodes de prise en charge. Et mon Dieu, ça a été pour moi une découverte, là, puis ça me donnait de l'énergie. J'ai fait partie avec eux. Et aussi, pour que finalement, j'ai rencontré un Innu et lui aussi était à la recherche de la culture. Et on a été en forêt, 10 ans de notre vie, on a été en forêt pour retrouver la culture parce qu'on savait vivre en ville, puis on savait comment prendre un coup, puis et on savait beaucoup de choses. Mais dans notre culture, on ne savait pas. Et c'était triste, je me trouvais triste en tout cas de ne pas connaître. Et finalement, pour continuer dans ma recherche, je suis allée jusqu'aux États-Unis pour aller voir les cérémonies, comprendre c'est quoi, pourquoi qu'on fait telle chose ici. On faisait les mêmes choses, la même cérémonie, on la faisait ici à Amalio, à cette île, et au Mexique, puis aux États-Unis, on faisait la même chose, les mêmes cérémonies, mais je ne comprenais pas il n'y avait pas d'explication. Ici, il n'y avait pas d'explication parce que on s'est fermé. Je crois que nos parents se sont fermés avec la religion catholique. Ils ont tout fermé, tout ce qui était côté culturel, tout ce qui était non religieux. On a même dû se renier pour prendre des valeurs chrétiennes. Puis c'est les mêmes valeurs qu'on a, les valeurs chrétiennes et les valeurs à nous. Et après les États-Unis, j'ai commencé à comprendre c'était quoi la spiritualité. Et finalement, j'étais trop... ça m'a pris du temps à comprendre ma culture, de réaliser que finalement, je l'avais en dedans de moi. Il me disait, t'es en train de dormir, puis... Et finalement, j'ai resté longtemps en forêt pour comprendre que j'avais une relation avec la terre, avec les arbres, avec les animaux. Et aussi, j'ai commencé à apprendre, soit nettoyer les poissons, comment on les tient, qu'est-ce qu'on fait avec le caribou. J'ai appris à dépecer, j'ai appris beaucoup de choses en relation avec la terre, la médecine. Et tout ça, j'ai trouvé qu'on était très, très riches. On pouvait... J'ai honoré mes parents à ce moment-là, mes grands-parents, d'avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. On existe encore aujourd'hui, on parle, nous. On a notre culture, on est différents. Et aussi, j'ai appris à savoir vivre avec vous. Sans rancune, ça a été un peu difficile, mais c'est sans rancune. Et moi, j'ai plus de difficultés. Je suis à l'aise en ville, je suis à l'aise en forêt. Et je me dis que j'ai deux cultures, la vôtre et la mienne. Et c'est avec ça que j'avance. Et
je vois Madame Monique, là, elle me disait, je disais, moi, que j'ai été prédestinée à vivre en forêt. C'était ça ma vie, moi. Mais la vie a fait autre chose que la façon que je devais vivre. J'ai connu le pensionnat. Et c'est ça ma vie. Et je trouve que le texte, ça me ressemble beaucoup. Ça me ressemble dans ma recherche, dans ma vie, des mots par-ci, par-là, des éclats, et aussi quand les portes s'ouvrent, le dormant, là, puis tu sais, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, puis et je pense que j'ai vécu la même quête qu'elle a vécu. Elle voulait connaître les Inuits, puis je m'en souviens, elle est arrivée dans l'après-midi, je crois, et elle dit, je suis écrivaine, puis elle dit, je parle des Inuits. Elle dit, je réalise que je connais pas, je vous connais pas. Et à ce moment-là que notre histoire a commencé. Et une belle histoire, je crois que elle aussi m'a aidé à vivre, à apprendre à vivre avec vous et de rester nous aussi. C'est ça aujourd'hui que je vis. En tout cas, je vous remercie. Puis, c'est ça. On est à 30 minutes juste. Alors, Anne-Marie, tout à l'heure, on va t'inviter à répondre aux questions qui vont être posées pendant la... D'accord? Parce qu'Anne-Marie est une mine de sagesse, de connaissances et de voilà. Puis elle a ses livres. Donc, je vous remercie. Oui, bonjour, bravo Gabriel. Je vais me tourner vers la première présentation. En fait, ma question s'adresserait à Mégane et peut-être à Mme Anne-Marie. Est-ce qu'à la lecture de la pièce, tantôt, en fait, tu as déjà abordé, oui, ça résonne encore, mais est-ce que les rapports allochtones et autochtones tels qu'ils sont présentés dans la pièce, est-ce que c'est encore comme ça, selon votre expérience? Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a dans la pièce? Est-ce que ça a évolué? Changé? Ça a évolué plus négativement. On le sent plus qu'on ne veut pas nous voir, mais on reste dans nos maisons d'une manière dire on va les laisser parler et en même temps ils vont peut-être guérir, puis nous autres aussi on va guérir. On va continuer à vivre d'une manière pacifique. Et s'ils nous voient pacifiques, ils vont nous laisser vivre. Mais pendant ce temps-là, par exemple, ça nous fait de la peine. Ça nous donne un poids. On ne sait pas où donner. On donne tout bon Dieu, on donne à l'autre. Mais en même temps, on se demande si on répond. Moi, mon père me disait, il dit, toi, et je vais aller à l'école, mon père. Il dit, laisse-les faire. Les gens qui disent des mauvaises choses. Vous dites sauvagesse. C'est pas une sauvagesse, c'est une Inuit. C'est peut-être eux autres qui sont plus sauvages que nous. Il dit, ils te donnent une maladie, ils te disent des choses que c'est pas vrai. Ils te disent beaucoup, beaucoup de mal à toute la société Inuit. C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Laisse-les parler. T'es pas dans leur peau pour répondre à ces choses-là. Il veut t'envoyer son mal, mais prends-le pas son mal. C'est ça la question.
la réponse. La réponse à la question. Merci Anne-Marie. Mégane, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je crois qu'il y a beaucoup de négatifs qui ressortent, effectivement. C'est comme si les deux côtés ne prenaient pas, en fait, le temps de se connaître. Il va y avoir beaucoup de jugements. Les Inuits, c'est des alcooliques. Les Inuits sont pas éduqués. Mais c'est pas vrai. Les Inuits ont beaucoup à vous apprendre. En fait, depuis quand est-ce qu'on apprend dans vos écoles à poser des collets, à lire quel temps il va faire sur les feuilles? On n'apprend pas ça dans les écoles. Mais pourtant, les gens ont encore des jugements faciles. Ils vont regarder, des fois juste dans leur regard, on va voir du mépris, du jugement. Mais ça, c'est parce que c'est vrai. Les gens prennent pas le temps d'apprendre à connaître les Inuits. Ils vont passer à Ouachat ou à Malio, mais ils s'arrêteront pas pour regarder autour d'eux. Ma question est pour ce que vous venez de dire. Est-ce que la littérature joue un rôle? Parce que moi je vois mes étudiants à l'UQAM, il n'y a pas d'Inuits autour d'eux, il y en a presque pas. Ici, vous vous côtoyez, c'est différent, je pense, la situation. Et ils veulent vraiment lire la littérature Inuit, mais ils ne vous rencontrent pas. Ils rencontrent des autrices, ils rencontrent des textes qui sont là. Est-ce que ça peut jouer un rôle d'atténuer ou en tout cas renverser certains des préjugés ou des stéréotypes comme ça? Réponse? À une des fois. Oui, tout va. Je pense que quand on réalise quelque chose, moi j'ai jamais écrit, là, mais je prends Naomi ou d'autres, Joséphine, c'est comme si on réussissait à faire la même chose que vous. Et je fais un gâteau, je réussis, vous faites des gâteaux, vous réussissez, puis c'est comme ça, là. On n'essaie pas de vous compétitionner, mais on est au même niveau que vous. On est au même niveau. Aujourd'hui, il y a des femmes Inuits qui écrivent, il y a des femmes, il y a des médecins, il y a des enseignants, on a la prise en charge de l'éducation. Chez nous, moi et Anne-Marie, on est très consultés concernant l'éducation. Mais des fois, on trouve ça difficile parce qu'ils suivent. Nous aussi, on est comme un peu dirigés ou, comment je vous dire ça, si on suit le ministère de l'Éducation, c'est meilleur, vous allez être meilleur. Mais on oublie notre culture aussi, nous aussi. Et il faut retourner. Je pense que si on connaît notre culture, on va être bien. On peut apprendre n'importe quoi après, peu importe. Et moi, celui qui me fait le racisme, je le sens, je le vois. On a un sixième sens pour reconnaître le racisme. Et souvent, moi, je passe à côté. Je me dis, c'est lui qui est pas bien. Qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas. C'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Et c'est comme ça que je réussis à survivre avec le racisme. Et je pense qu'on a une place avec vous et on doit le prendre. Et on ne demande pas à tout le monde de nous aimer, là, puis je pense pas que tous les Canadiens vont nous aimer. C'est comme ça, mais c'est dommage, il y a encore là, des façons. C'est sournois maintenant. Excusez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été enseignante à l'école à Schefferville pendant 29 ans. Et comme je n'avais pas de matériel, je produisais mon matériel pendant que j'enseignais. Et puis aussi, je me suis dit, je vais faire un livre d'histoire, un livre de lecture pour les enfants. Je vais faire ça sur le thème de Noël. Mais je n'avais pas Noël dans ma culture. Pas de Père Noël, pas de sapin, pas de boule de Noël, pas de lumière, rien. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, là, j'ai dit, c'est
Chez les Blancs, ça se passe à Noël, c'est une surprise, c'est quelqu'un qui vient donner des cadeaux. Moi, ça, c'est pas pire. Mais il y a d'autres choses. On fête le Noël, la naissance de Jésus. Et puis Jésus, c'est qui? Oh, c'est un bébé qui naît pour nous sauver. Oh, regardons ça. Il y a quelqu'un aussi dans ma culture qui nous donne beaucoup de choses. C'est l'ours. C'est l'ours, notre grand-père. C'est l'ours, notre base de vie. Et puis là, je l'ai fait revenir. Parce qu'en même temps, il fallait que j'enseigne. C'était qui l'ours? Qu'est-ce qu'il faisait? Et en même temps, il va nous donner son cadeau, lui aussi. Parce qu'il nous donne la graisse, il nous donne pour se guérir aussi, il nous donne pour manger, pour aussi d'autres choses. Et puis, c'est pas juste pour ne pas perdre ses cheveux. On fait Les pignettes. on fait la médecine avec ça, les médicaments. Et aussi, quand tu meurs dans tes derniers jours, après que tu sois mort, on te huile de l'huile pour que tu puisses rentrer très bien au ciel. Mais ils ne connaissaient pas le ciel, mais pareil, ils savaient que son âme allait en haut. Et toutes ces choses qu'il apprenait, il apprenait à bien vivre. Parce que c'est le grand-père qui nous dit, fais bien dans ta vie, ris pas des autres, sois respectueux, aide ta grand-mère, aide ton grand-père, et va avec lui, va à la chasse avec lui. Aide ton grand-père à amener ses outils. Mais la seule chose que tu peux ne pas faire, c'est laisser traîner ta hache. Parce que l'enfant aussi il avait des haches, aussi des couteaux pour bien vivre, pour aller à la chasse avec son grand-père. Et aussi, il y avait sa petite toboggan pour traîner. La même chose pour les filles. Et c'était la reproduction de la vie de ma grand-mère que je faisais. Et aussi de mon grand-père. Et c'était basé sur le respect. Et puis, comme lui, il ne parle pas, l'ours ne parle pas. Mais nous autres, on peut lui parler quand il arrive près des maisons. Grand-père, va-t'en. Va chez vous. Quand il s'en va pas. Grand-mère, va-t'en. Va dans le bois. Va voir tes oursons. Si c'est un grand-mère, il retourne. Mais quand même, t'as un petit peu peur. Des fois, grand-peur. Puis je me suis dit, c'est ça, je vais donner le cadeau de grand-père. C'est un enfant qui s'en va durant l'hiver sur le lac, en pleine nuit. Parce qu'il y a une grosse lune. Et puis, il rencontre le renard. Le renard lui dit, où tu vas? Ah, il va se passer quelque chose de très, très bien ce soir. Viens avec moi. OK. Et puis, plus il avance près de l'île là-bas, au milieu du lac, plus ça éclaircit. Et arrivé près de l'île, il y a des étoiles qui tombent, des petites étoiles, tout éclairées. Et puis ils disent, mais quand ça leur touche sur la tête, sur le vêtement, ils savent, il y a un message qui rentre dans leur cœur. Sois respectueux pour la terre, pour la montagne, pour l'eau.
et aussi tout ce qui existe sur la terre. Les gens aussi. Et puis l'ours savait déjà qu'on allait rencontrer d'autres gens de différentes races. Quand les gens vont arriver ici, venir vous visiter, vous soyez respectueux, accueillez-les. C'est ce qu'on a fait quand Jean Cartier est arrivé. Il y a un autre vieux monsieur qui m'avait dit, il dit, Anne-Marie a dit, parce qu'on travaille sur les sites sacrés, sur le chemin de portage. Il dit, Anne-Marie, il dit, écoute-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, dépêche-toi. Il dit, tu sais, quand tu es en forêt, tu vois un arbre, tu vois toutes les arbres. C'est tous des gens qui sont... C'est toute la forêt qui est devant toi, qui t'a aidé à vivre, qui t'a réchauffé, qui t'a mis la tente. Elle dit, ils sont respectueux parce qu'ils ont grand respect pour nous, parce qu'on a respecté l'arbre, on a respecté la forêt. On a fait juste nos petits chemins pour traverser la forêt. Et aussi, on va les considérer comme Respect. on va les considérer comme sacrés. C'est vraiment, la forêt est sacrée pour nous. Et il dit, toi aussi, tu es sacré. Parce que tu te promènes dans la forêt, là où sont nos ancêtres, et tu es à côté de l'arbre. Oublie pas ça quand tu vas aller dans la forêt. Et si nos enfants avaient eu tous ces enseignements-là, peut-être aussi la relation qu'on a envers vous, il aurait plus changé. On aurait été égal à égal sur les enseignements. Parce que nous, on a reçu le respect et en même temps aussi, on a appris qu'est-ce qu'il y avait à prendre sur le respect, dépendant qu'est-ce qu'on recevait dans chaque maison. Est-ce que le monde a continué à respecter dans chaque maison? C'est ça l'histoire aussi. Et c'est pour ça qu'il faut leur parler aux jeunes. C'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui. Et puisque la petite madame nous dit, là, c'est parfait. Bon, c'est ça, je vous respecte beaucoup. Vous avez été silencieux. Merci beaucoup. Parce que quand on a écouté l'histoire de madame ici, on ressent beaucoup encore les éclats du racisme, des mauvaises choses. Mais en même temps, on se guérit, mais on ne se guérit pas vite des fois. Il faudrait que ce soit à ce moment-là qu'on soit égaux. Merci. Neta,